Et puis ensuite, si néanmoins on est devant un juge, le fait de connaître le juge, ça aide beaucoup. Objection, Your Honor. Overruled. What it is, man. Dynamite. Centre Bertrand, Centre Patrick. bienvenue à l'apéro du chef, en direct, on se lasse pas de cette vue. Hein. Elle est extraordinaire. C'est bien. Je crois que c'est un des meilleurs spots pour prendre l'apéro, et c'est chez notre partenaire Métropole. Alors Bertrand, raconte-nous, qui es-tu? Exact. Alors je suis un Genevois, né il y a 58 ans à Genève. J'ai toujours vécu à Genève, j'ai fait ma scolarité à Genève, au Grand Saconnet plus particulièrement, où j'ai vécu pendant plus de 40 ans. Quartier très vivant avec plus de la moitié de la population d'origine étrangère, dont mon père. De quelle origine? Allemand. Mon père était allemand et ma mère est suissesse, originaire en partie des Grisons. Et donc à l'époque, on avait la nationalité du père, donc je suis né allemand. Par la suite, j'ai été naturalisé suisse. Scolarité à Genève, collège. Après le collège, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Donc je voulais être professeur de littérature anglaise, D'accord. Shakespeare particulièrement. Mais il y avait un professeur de littérature anglaise qui était là, qui était jeune. Et puis j'ai compris qu'il fallait que je gagne ma vie à un moment donné dans ce monde cruel. Et donc j'ai fait droit, qui était le côté rationnel et raisonnable qui permettait de gagner sa vie, plus que d'autres sujets qui m'ont peut-être plus intéressé, notamment la biologie, la littérature. Donc voilà, j'ai fait droit, études de droit, stage de droit comme ça se faisait à l'époque. 4 mois comme collaborateur chez un avocat avant qu'on se rende compte, et on était assez d'accord là-dessus que j'étais pas fait pour être collaborateur, donc je me suis mis à mon compte C'est le côté shakespearien qui ressortait là ou... C'est le côté indépendant, voire libre, et responsable. Et donc en 89, je me suis mis à mon compte en ayant discuté avec beaucoup d'avocats qui me disaient à l'époque, ce qui est difficile déjà, c'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir des locaux. Voilà, et donc j'ai commencé en ayant un tout petit bureau que je partageais avec un ami qui est venu me rejoindre, et puis ensuite on s'est déplacé dans une autre structure, enfin voilà. Puis une vie d'avocat depuis maintenant plus de 30 ans. D'accord. Et une vie heureuse d'avocat avec les joies et les bonheurs du métier. Oui. Donc est-ce que pour nous un peu l'avocat c'est celui qui arrive à l'étude à 7h du matin, part à 23h, c'est ça la vie heureuse d'un avocat ou t'es pas sur ce mood-là? Alors moi je suis sur une organisation sur 6 jours en fait, et puis avec un fonctionnement qui comporte plusieurs journées dans la journée, plusieurs activités, puisque au-delà d'une activité classique d'avocat, j'ai toujours eu d'autres activités à côté, soit des activités judiciaires comme juge assesseur, soit des activités politiques comme élu dans différentes communes ou maintenant comme président d'une petite organisation politique, ce qui occupe un peu aussi. Même en période normale, alors en période exceptionnelle ça occupe encore plus. Donc c'est une organisation temporelle qui est souple, mais c'est le grand avantage d'être indépendant, c'est qu'on s'organise comme on le souhaite. Et ça c'est un avantage majeur parce qu'on est vraiment, enfin de ce point de vue-là, on est vraiment libre de son temps et puis aussi libre du choix de ses clients, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, l'activité qu'on veut mener. Mais le secret dans le fond de l'avocat, c'est de bien connaître ses dossiers. J'imagine que... C'est 95% de travail et donc effectivement, si comme moi on n'est pas extrêmement matinal en général, les journées sont longues. Okay. Quand on est associé, on connaît bien ses dossiers ou on a un super collaborateur, une super collaboratrice pour mieux les connaître? Alors, pendant longtemps, je voulais maîtriser entièrement tous mes dossiers et tout seul, ce qui fait que j'ai refusé un certain nombre de clients parce que je voulais être celui qui maîtrise tout du début à la fin. Et puis j'ai fini par comprendre que c'était pas raisonnable.
Donc je délègue une partie de l'activité, mais je connais toujours tous les dossiers du début à la fin. Et je relis rien, dans le fond, dans ma conception, l'avocat, à un moment donné, il devient comme le chef dans un restaurant, c'est plus lui qui fait les plats, mais c'est lui qui vérifie tous les plats qui sortent avant qu'ils aillent chez les clients. Et donc rien ne sort qui est ma signature sans que je l'ai lu avant et validé. Et tu as une spécialité, toi, et puis dans l'étude? Alors moi je suis spécialisé dans les marchés publics, le droit de la concession qui est un domaine assez exotique si on veut bien du droit, relativement peu pratiqué, on n'est pas beaucoup à le pratiquer en Suisse et encore moins en Suisse romande. Et là c'est vraiment ce qu'on appelle un marché de niche, avec la chance que pour la 3e année de suite, j'ai été élu par mes confrères comme faisant partie des 20 meilleurs avocats dans ce domaine-là. Parce que, à force de le pratiquer, en plus c'est un droit qui est nouveau, c'est un droit qui est passionnant parce qu'il mêle aussi des aspects économiques et des questions de stratégie. Donc on n'est pas dans une application rigide et stricte de règles fixées depuis des temps immémoriaux. C'est possible ça à Genève? Ouais. 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 C'est un droit de la concession, pas rigide. Oui. Ça sent presque un oxymore dans la même phrase si on met Genève. Alors c'est un droit qui est évolutif et puis après il y a aussi le tribunal fédéral qui peut être créatif, quand on pense qu'on a compris le droit, tout d'un coup vous donne une décision et vous dites ah j'avais pas compris comme ça, mais le tribunal fédéral a toujours raison, donc ça sert à rien de dire qu'il a changé les règles, non. Le tribunal fédéral nous dit comment il faut comprendre le droit. D'accord. Et c'est quoi ta passion dans le droit? Qu'est-ce qui te fait que tu as la banane quand tu te lèves le matin pour aller à l'étude? En fait, ce que j'aime, c'est les défis. Et donc, plus le temps passe, plus j'ai des dossiers complexes. Ce qui est intéressant, ma plus-value, si je peux le dire comme ça, c'est que j'amène une solution à des personnes qui se trouvent dans des situations complexes ou face à des situations qu'elles ne maîtrisent pas et j'arrive à trouver le chemin jusqu'à la solution. Et c'est là où je peux être vraiment utile et c'est ce que j'aime dans le fond. Que ce soit dans le droit ou que ce soit dans d'autres activités, c'est pouvoir développer quelque chose et puis construire un projet et le faire réussir. Et de ce point de vue, la formation juridique c'est un atout, mais ça ne suffit pas. J'ai aussi créé des entreprises où la connaissance du droit est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre comment fonctionne le monde aussi. Les personnes avec qui tu as affaire, je suppose. Oui, et puis après, ce qu'on dit aussi, c'est que les bons avocats connaissent le droit, et puis les meilleurs avocats connaissent les juges. Alors c'est très américain. Oui, tu as été juge assesseur, tu les connais tous? Non, je les connais loin pas tous, et puis en tout cas pas en matière de marché public, mais de comprendre comment fonctionnent ces interlocuteurs et puis ceux qui vont décider, c'est toujours essentiel. À l'ère, tu sais, du big data, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, est-ce qu'il y a encore un avenir pour le métier d'avocat ou bientôt l'intelligence je vois, il y a eu plusieurs tentatives de sites internet pour faire des divorces faciles, par exemple. Est-ce que tu crois que... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire que ma plus-value, c'est de comprendre où est vraiment le problème. Et ça, aucune blockchain ne peut le faire. Parce qu'il faut comprendre quel est le vrai enjeu. En fait, un problème non résolu, c'est un problème mal posé. Et donc, pour arriver à trouver la bonne réponse, il faut d'abord comprendre quel est le vrai enjeu, et puis quelles sont les difficultés, là où il y a le piège, etc. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, alors les sites internet et toutes sortes d'autres instruments permettent d'apporter la réponse. Il faut d'abord comprendre quel est l'enjeu, quelle est la difficulté. En matière de marché public, en matière de concession, dans d'autres domaines aussi. Et c'est là où les machines ne remplacent pas l'humain, et puis encore moins l'humain qui a de l'expérience, parce que lui sait où sont les problèmes. Et puis le but parfois c'est d'éviter d'aller devant le juge, c'est de trouver un moyen de faire qui fait qu'il n'y aura pas de procès ou qu'il n'y aura pas de recours, donc d'organiser les choses de façon intelligente ou adéquate. Et puis ensuite, si néanmoins on est devant un juge, le fait de connaître le juge, ça aide beaucoup dans la stratégie. D'accord. Parce que à la fin, c'est les humains qui jugent, donc il y a ce facteur-là. Bien sûr, parce que le juge, il a un grand pouvoir d'appréciation et que donc, face à une situation donnée, il peut y avoir des façons différentes d'aborder le droit. Et puis, pour être simple un petit peu, c'est que des juges considèrent qu'ils doivent dire le droit, et puis d'autres considèrent qu'ils doivent rendre justice.
Et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Et moi, j'ai une certaine tendresse pour les juges qui disent qu'ils doivent rendre justice, mais ceux qui disent qu'ils doivent dire le droit, ils ont raison. C'est pas, on peut pas les critiquer. C'est effectivement ce qu'ils doivent faire. Je pense que rendre justice, c'est un degré supplémentaire. Ok. Est-ce que c'est ce genre de juges-là à la maison, ils ont le costume de Zorro? Non, Non. même pas. Non, même pas. Non, ils peuvent être. Ils viennent pas avec un Z dans l'audience. Il n'y a pas Bernard. Ils n'ont pas un gentil Bernard. Ils ont juste une idée de ce qui est juste. D'accord. Et puis un souhait que. Moi, je dirais un souhait d'harmonie quelque part, parce que la justice, elle participe à la construction de la cité, et une décision de justice qui est comprise, elle est beaucoup mieux acceptée que si elle vient avec une forme de brutalité dans le fond. Et on voit que la façon dont on s'adresse aux personnes, parfois, elle change leur compréhension de la situation. C'est valable pour les juges comme c'est valable pour l'administration. Parfois, certaines administrations font des lettres ou ont des lettres préimprimées qui sont d'une brutalité, qui choquent les gens, qui du coup les poussent à aller voir un avocat ou faire un recours, alors que la même explication, mais donnée juste courtoisement ou plus simplement, permettrait de régler le problème. Comment ça a été le métier d'avocat en période de confinement et de Covid? Ça a été un arrêt brutal. Ça a été du jour au lendemain. Alors vraiment du jour au lendemain, plus rien à faire pratiquement. Le temps de mettre à jour ce qui pouvait l'être. Puis malheureusement pour moi, au moment où le confinement est arrivé, j'étais déjà à jour pratiquement à une semaine près dans mes dossiers, parce que j'anticipais d'autres choses, donc je m'étais vraiment organisé. Et puis du coup, il y a une période de 2 semaines où il n'y avait aucune activité d'avocat. Il y en avait d'autres à côté, et puis une période de 6 semaines, à peu près 8 semaines extrêmement ralenties. Tu l'as vécu comment, toi, cette période? Parce qu'on t'imagine, du coup, de par tes activités multiples, un peu hyperactif, et là, du jour au lendemain, boum, plus rien. Alors, ce qui a été difficile, c'était de trouver un sens à tout ça, puis de pouvoir continuer. Et puis, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire quelque chose d'utile et de positif, et du coup d'écrire quelque chose sur ce que j'imaginais être la politique, enfin quelques éléments en politique. Donc j'essaye d'écrire un petit opuscule de la politique, une espèce de petit dictionnaire, enfin quelque chose dans le genre. La politique genevoise pour les nuls? En quelque sorte, mais avec un regard un peu, enfin très subjectif, et puis avec dans le fond un chapitre par lettre de l'alphabet, avec des thèmes spécifiques, et puis toute la subjectivité de celui qui écrit. En fait, tu avais besoin du challenge intellectuel pendant cette période. Oui, et puis j'adore écrire. Pour moi c'est un vrai plaisir, donc je pouvais pas rester à ne rien faire. J'imagine, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, et puis j'ai un cerveau qui a besoin de s'activer. La politique, grand dossier te concernant. Oui, Qu'est-ce qui t'a pris? santé la politique. Santé, qu'est-ce qui t'a pris de te rajouter cette charge-là? Ben, la politique, c'est une vraie passion, qui est quelque chose qui est lié à la reconnaissance dans le fond, et la reconnaissance dans le double sens du terme, c'est-à-dire d'abord connaître et reconnaître ce qu'est Genève, comprendre comment cette petite ville peut avoir une telle notoriété, comment cette ville dans un petit pays peut avoir un tel succès économique alors qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Enfin, qu'est-ce qui fait la bonne fortune de Genève? Qu'est-ce qui fait que c'est une ville aussi extraordinaire que ça? Et puis ensuite, ou une république, et puis ensuite, eh bien, la reconnaissance de celui qui est un peu un immigré de deuxième génération, de se dire, moi j'ai eu la chance d'être dans une ville ouverte sur le monde où j'ai appris beaucoup de choses, et puis je veux essayer de restituer ça. Et puis, peut-être que c'est dû au fait que je suis dans une famille issue d'une famille protestante avec des siècles de calvinisme, et donc ce côté du devoir et de l'obligation morale de devoir faire des choses utiles. Et en ce moment, quand tu vois Genève, tu pleures ou tu as envie de prendre ton vélo? Moi, je marche beaucoup. Je marche beaucoup. Quand j'étais au collège, j'avais d'ailleurs contribué à la rédaction d'un journal,
et à faire des articles dans un journal qui s'appelait Le Pied, le seul journal qui marche. Et c'était une activité, enfin voilà, aussi bien marcher qu'écrire qui me passionne. La politique, c'est quelque chose d'absolument génial parce qu'on participe à la construction de quelque chose. Et en politique, comme dans tous les autres domaines, il y a des moments difficiles. Il y a des moments qui fonctionnent bien, il y a des moments qui ne fonctionnent pas bien. Et puis il y a des moments de tension. Alors en ce moment à Genève, on est un peu dans un moment de tension. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi vers quoi on va, ce qu'on veut, les difficultés. Et si je puis faire une image, on est à côté d'un lac magnifique. À une époque, j'avais le temps de faire de la voile, mais ce que j'aimais, c'était quand ça soufflait. Quand je skie, moi je vais sur les pistes noires et de préférence sur les murs, donc j'aime les difficultés, j'aime les défis. Donc quand il ne se passe rien, je m'ennuie. Et donc en ce moment, en politique, je suis particulièrement servi. Alors, petit changement de décor, au final on est descendu pour être plus tranquille parce que c'est vrai que commençait à y avoir un peu de monde sur le rooftop. La politique, donc, tu disais, c'était le côté à la fois challenge, quand il y a des défis. Alors aujourd'hui, pour toi, c'est quoi le défi le plus important à Genève? Le défi de Genève, il est de continuer à garder la qualité de vie qui caractérise Genève, tout en s'inscrivant dans un développement intelligent de la ville, de la cité d'une manière générale, et puis de garder, mais c'est une vraie quadrature du cercle, ce cadre magnifique, le lac qu'on admirait et qu'on voit maintenant au travers des fenêtres, la possibilité d'aller skier à Chamonix par exemple, en une heure on a un lieu de ski magnifique, mais même si je vais beaucoup skier en Valais, mais c'est un peu plus loin, ces qualités de vie-là, et puis de réussir à éviter les inconvénients liés à des excès de concentration et des difficultés économiques majeures. On va au-delà d'une crise qui va être énorme, on va au-delà de pertes d'emplois qui vont s'accumuler par centaines, enfin par milliers plutôt. Je pense qu'on c'est vraiment par milliers qu'on va compter ça. Ah oui, oui, par milliers, parce que si on fait juste le compte, là, le Richemont a indiqué qu'il allait fermer ses portes fin août, c'est 130 personnes. D'autres hôtels pourraient fermer. Moi, je suis un gourmand, donc je vais régulièrement dans des restaurants. Et puis, il y a des hôtels qui ont des restaurants excellents. Et alors, je ne donnerai pas de nom, mais on voit que parfois, on est seul dans un restaurant d'hôtel. C'est extrêmement étonnant. Moi, c'est vrai que ça m'a fait peur, là, quand le confinement a été fini, qu'on pouvait retourner au restaurant. Quelques semaines, enfin, les premiers jours, les gens avaient besoin, donc ils sont sortis. Mais 2-3 semaines après, c'est vrai que des fois je me suis retrouvé le soir seul au restaurant. Et là on se dit waouh, combien de temps il va pouvoir tenir le. Oui, et puis avec en plus des règles d'éloignement, alors certains les gèrent bien, certains ont réussi à faire quelque chose, mais il faut. On voit aussi qu'il y a eu, semble-t-il, des ventes massives de bateaux. Donc, c'est pas que les gens manquent d'argent, c'est qu'ils ont décidé que dans le fond, le bateau, c'est quoi? C'est le rêve d'être sur le lac. Donc, c'est d'être éloigné, d'être dans la nature, de respirer un air pur. Et puis, on est tellement bien sur ce lac qui est extraordinaire. Et donc, d'éviter la proximité humaine. Ça va aussi être un défi majeur. Et puis, d'autres défis qui seront de permettre aux jeunes, d'une manière plus générale, de trouver un premier emploi, qui ne soit pas une succession de stages non rémunérés, et puis les défis de la prévoyance professionnelle, enfin tous les défis qui s'annoncent. Mais pour Genève, vraiment, on a collectivement une capacité unique en Suisse à dépenser de l'argent public, et peut-être qu'on devrait réfléchir à nos priorités. Est-ce que c'est toi qui disais qu'il fallait, alors que c'était très bien les RHT, tout ça, mais qu'il ne fallait pas étatiser les pertes? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un autre? Parce que je suis pas mal de politiciens. Oui. Alors je pense que c'est une réponse qui est complexe. C'est-à-dire que pour moi, le principe d'un chef d'entreprise, d'un indépendant, c'est quelqu'un qui fait un choix, qui fait volontairement le choix de créer une entreprise et qui le fait d'une manière où il prend un risque et puis il en assume les conséquences. Et donc, quand ça va bien, eh bien il gagne sa vie, tout va bien. Et bien quand ça va mal, a priori, c'est au chef d'entreprise d'assumer ça. Et je pense que c'est pas à l'État d'être une béquille qui va soutenir le chef d'entreprise quand ça va mal, dit d'une manière générale. Maintenant, quand c'est l'État qui interdit à l'entreprise de fonctionner,
Alors là, effectivement, ça semble logique que l'État assume les conséquences de son choix. Et puis, il y a aussi des moments où, moi je parle de chefs d'entreprise, je parle évidemment pas des gens qui sont les employés de l'entreprise. Et là, on est dans une circonstance qui est différente. Mais oui, fondamentalement, le chef d'entreprise, il doit assumer aussi bien les bénéfices que les pertes. C'est le principe même. Et donc, le fait que certaines entreprises puissent en même temps distribuer des dividendes et en même temps recevoir de l'aide de l'État, ça ne me va pas du tout. On est bien d'accord. Et là, ce genre de défi, on a le secteur tourisme, je pense que est fortement impacté par cela. La perte d'un salon comme le salon de l'auto, est-ce que le fait qu'il ne sera pas là, qu'il n'a pas eu lieu cette année, qu'il n'y aura pas lieu l'année prochaine, pour toi c'est une grosse crise ou une opportunité de défi, de renouveau? C'est une catastrophe totale. Le salon de l'auto, après on peut discuter de l'utilité de la voiture, de l'avenir de la voiture, du fait que maintenant on développe des véhicules à hydrogène, et encore mieux des véhicules à moteur électrique et à hydrogène, donc qui ne produisent aucune émission. Enfin, il y a des progrès technologiques fondamentaux, mais on a besoin de mobilité, on a besoin de se déplacer. Et par ailleurs, techniquement, la voiture, c'est un défi technologique et puis des avancées qui peuvent être fascinantes. Donc moi, je comprends les personnes qui sont fascinées par les voitures et j'en fais partie par certains développements. Mais le salon de l'auto, au-delà de ça, c'est 600 000 personnes qui viennent. Donc c'est l'équivalent de la population, enfin c'est plus que la population genevoise. Et 600 000 personnes, c'est des retombées estimées à 200 millions, donc c'est énorme pour le canton de Genève. Et puis, pour l'hôtellerie aussi, le Richemont d'ailleurs fait le lien en disant le salon d'auto ne vient pas. Voilà, taux de remplissage des hôtels ce printemps, c'était aux environs entre 5 et 10%, quelque chose dans le genre, alors qu'avec le salon, alors que normalement, ils sont à 100%. Oui. Ils sont à 100%. Et donc, c'est une chance ce salon d'auto, c'est une chance. C'est un étonnement aussi, quand je disais il faut reconnaître ce qui se passe à Genève. Il n'y a aucune raison que le salon de l'auto se fasse à Genève. Il n'y en a aucune. Les importateurs sont suisses allemands. Il y a aucun. C'est un hasard historique ou des raisons historiques qui font que ce salon est à Genève et qu'il y reste, et tant mieux. Tu penses que Zurich se battrait pour l'avoir? Mais il serait fou de ne pas se battre. Il serait fou de ne pas se battre. On a déjà perdu à Genève le salon Télécom. Oui, qui fait la fortune de Barcelone désormais. Voilà. C'est 600 millions de retombées, j'ai vu dernièrement. Voilà. Et parce qu'on est collectivement des enfants gâtés, on se dit oui mais c'est pas grave. Et puis on voit les nuisances avant de voir les avantages. On s'est tous réjouis, et puis moi aussi, du fait qu'il y avait un silence dans le ciel pendant des mois et des mois. Mais on ne devrait pas. On ne devrait pas, parce que l'aéroport, c'est notre porte sur le monde, d'une même manière que le salon de l'auto ou d'autres congrès. Ça participe à la vie genevoise et ça participe surtout à la prospérité de l'économie. Et sans prospérité de l'économie, il ne peut pas y avoir de redistribution, et notamment toutes les prestations sociales qu'on est très fiers de pouvoir donner et assumer. Il faut d'abord créer de la richesse avant de la partager. Je te posais cette question parce que pour moi qui réfléchissais comme ça un petit peu autour d'un apéro, je me suis dit du coup est-ce que c'est pas la perte d'un gros salon serait pas la possibilité de récupérer peut-être l'équivalent du salon de CES de l'électronique de Las Vegas qui réunit toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est wearable, le salon mondial du jeu vidéo qui est aussi à Las Vegas. Est-ce que ce serait pas un moment pour Genève de se dire voilà, on a eu ce magnifique paquebot qui était le salon de l'auto ne viendra plus, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les nouveaux salons? Est-ce que moi je le vois un peu comme ça, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que je suis un beau rêveur? Mais il faut en rêver, puis il faut suivre ses rêves. Mais pourquoi remplacer et pas l'année est longue, donc on pourrait imaginer toutes sortes d'événements qui se cumulent. Et ce qui est intéressant au salon de Las Vegas, c'est que dans la dernière édition, il y avait notamment des voitures. Il y avait notamment toutes les voitures, toute l'électronique embarquée dans les voitures, tout le côté ludique des voitures, les jeux, mais aussi les voitures autonomes et tout ce qui est lié à ça. Tu suis ça parce que tu faisais partie du pavillon suisse ou c'est parce que tu aimes aussi le développement technologique? Je suis ça parce que j'adore le développement technologique et la côté mobilité. Un peu geek. Oui, mais surtout en lien avec tout ce qui est voiture, moto, déplacement et mobilité, parce que c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis tout ce qui est électronique aussi, ça me fascine, mais je le maîtrise moins que les sports mécaniques.
Est-ce que c'est générationnel? Peut-être. Ouais. Non, c'est clair que la mobilité, c'est un sacré défi. Tu sais, il y avait ce projet de taxi bubble sur le lac qui s'est pas fait au final. Oui. Je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de clients? Est-ce que c'était des infrastructures pour pouvoir accueillir ces taxis? C'est vrai que tous ces projets-là ne se pérennisent pas. Est-ce que c'est parce qu'on aime trop la bagnole à Genève? Dans le Babel, j'ai cru comprendre, mais sans avoir creusé le sujet, que c'était un problème réglementaire. Et puis qu'on considérait ça parfois, on manque un peu d'imagination, et puis on se dit, bah, la loi n'a pas prévu ça, donc on ne le fait pas. Et j'ai cru comprendre que c'était ça la difficulté. Alors que ça va se développer ailleurs, et puis que c'est une alternative possible au déplacement en voiture. Bien sûr. 10 ou 15 ans après, on va enfin avoir un Vélib à Genève. Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, j'ai découvert le Vélib à Lyon, mais je pense il y a 15 ans, c'était magnifique. Je l'ai pratiqué à Bordeaux aussi. New York, j'y ai mis il y a 10 ans, à Manhattan, on peut faire du Vélib. On a un retard hallucinant là-dessus, parce qu'on a de la peine à se mettre d'accord sur un projet, puis que parfois on se chamaille beaucoup. Le Vélib, c'est vraiment un outil qui est non seulement utile pour les touristes, mais même pour les résidents. Tu crois au Grand Genève, en parlant justement, si on sort un peu de Genève, de tout ce qui a été fait, placé Alors c'est une belle idée philosophique, c'est une idée de rêveur, mais qui se heurte, on le voit bien, les difficultés liées au fait que ce sont des pays différents, que c'est des approches différentes, que c'est des structures de fonctionnement qui sont différentes, et puis surtout qu'il y a des questions économiques qui font que en réalité, on arrive plus à un affaiblissement et un appauvrissement de Genève qu'à un enrichissement de la France voisine, pour dire les choses comme elles sont. Et en plus, l'enrichissement de la France voisine qui existe quand même pose d'autres problèmes à la France voisine. Puis il y a deux indices qui sont toujours intéressants, c'est le coût des avocats et le coût des médecins, qui situent le niveau de richesse d'une région. Il y en a d'autres, c'est le nombre de chevaux qu'on possède, enfin il y a un certain nombre de facteurs comme ça. Je pensais aussi le nombre de psychologues au mètre carré ou par habitant. Ça dit quelque chose de la misère, je crois, ou de la tension. Ouais. Et la région qui nous entoure en France est la troisième plus chère de France, après Paris et Monaco, en même temps que Monaco fasse partie de la France. Et donc ça dit quelque chose sur le niveau de vie qui découle de la proximité genevoise, mais on voit bien aussi que ça pose des problèmes. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir, et c'est vraiment ça un des défis majeurs de Genève sur l'avenir qu'on se veut. Qu'est-ce que là, s'il y en a des commerçants qui nous regardent, qui sont dans les rues basses ou voire même, alors le summum c'est en vieille ville, par exemple, la boutique de la vieille ville, c'est quoi, quel message d'espoir tu pourrais leur donner? Moi je pense que les commerçants, ça fait très longtemps que je connais des commerçants en vieille ville, des commerçants qui ont travaillé durement, parce qu'un commerçant qui ne travaille pas, ça n'existe pas, qui ont eu des moments faciles, des moments difficiles, des moments très faciles, ça n'existe pas non plus, et puis qui sont parfois victimes de choix politiques compliqués. On a besoin des commerçants, c'est les commerçants qui font vivre les villes, mais je pense que le message il doit s'adresser plus aux consommateurs qu'aux commerçants. Les commerçants, globalement, mais ils font tout juste, ils travaillent, ils ont une offre différenciée, ils font des efforts. C'est à nous les consommateurs d'être consommateurs de notre avenir, et puis de faire ce qu'il faut, et puis d'arrêter, ça va être un peu facile peut-être, mais d'arrêter de commander par Zalando, d'aller chez les marchands de chaussures, de consommer local. C'est pas juste un slogan, consommer local, on doit le faire, parce que sinon on va se retrouver avec il y a quelques milliers d'arcades vides en Suisse romande, parce qu'on a toute notre vie dans un smartphone et on commande tout via Internet, etc. Ça a des conséquences concrètes. C'est clair, là tu disais les milliers d'arcades, là quand tu te balades, souvent en vieille ville c'est vraiment catastrophique. On a reçu, peut-être que tu connais Vincent Glauser, oui, bien sûr. de ville, le restaurant de l'hôtel de ville. Lui, il a connu l'hôtel de ville, la vieille ville, quand c'était animé, quand il y avait des boutiques, quand il y avait. Là, le soir, des fois, il peine.
Mais oui. Et puis il y avait dans la famille Glauser, il y avait celui qui avait le magasin de meubles qui était juste à côté. Enfin, ils étaient vraiment pas loin l'un de l'autre. Et puis avec lequel je discutais régulièrement. Puis qui voyait aussi la dégradation de la fréquentation de la vieille ville. On a la difficulté à rendre les choses vivantes et animées. À la différence d'autres villes, si on va à Berne ou à Zurich, il y a beaucoup plus de vie. Alors après, les choses elles sont différentes. Mais on le voit aussi sur l'aménagement de la rade ou des quais ou des rives du Rhône. On ne fait rien. Bah, tu sais, moi je suis originaire de Lyon, donc j'ai grandi à Lyon. C'est assez drôle qu'on discute de ça parce que quand tu vois que la vieille ville de Lyon a été placée, je crois que ça fait partie de l'UNESCO, Ouais. ils ont tout fait pour vraiment rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO pour donner cette valeur-là. Et après, tu vois tous les efforts qui ont été faits au niveau investissement pour rendre les quais du Rhône conviviales. Quand je suis parti de Lyon donc pour venir en Suisse en 2005, les quais du Rhône, c'était un parking. Tu venais, tu posais ta voiture, le soir tu avais les péniches qui faisaient boîte de nuit, mais ça s'arrêtait à ça. Maintenant, quand tu vois ce que sont devenus les quais du Rhône à Lyon, il y a de l'herbe, il y a des jeux pour enfants, il y a toujours les péniches. Les péniches, au contraire, elles cartonnent alors qu'il n'y a plus de la voiture qui vient. Et puis c'est vrai que quand on voit notre rade qui est magnifique, quand on voit les animations, c'est un peu. Oui, puis Bordeaux aussi, les quais de Bordeaux qui ont été aménagés, qui sont magnifiques, et puis même à Lyon, Confluence, Bien sûr. qui est une merveille. Nous, on péclote avec le Pave. Confluence, c'est une merveille. À Paris, Paris 13e, ça a commencé avec Paris Rive Gauche. Ça a commencé avec Jacques Chirac, c'est dire si c'est pas récent, et ça évolue, et on fait que les choses avancent. Nous, on a un peu de la peine ici avec ça. Bon, on a réussi à avoir une plage aux eaux vives. Oui. On n'a que la plage pour l'instant. Il y a pas les- Mais là, c'était intéressant aussi parce qu'il a fallu je ne sais plus combien d'années, et puis dans le fond, ça a failli échouer totalement parce qu'il y a eu un recours du WWF pour une question d'algues et de lieu de reproduction des poissons, et on s'est dit, mais on ne peut pas changer ce qui existe. Et dans le fond, si on appliquait si plutôt nos ancêtres avaient appliqué ce principe aujourd'hui qui est de dire on ne peut pas changer ce qui existe, on serait toujours un petit village lacustre et ce serait compliqué. Ouais. Alors, on a un petit peu parlé de ta vie politique, des enjeux, on a parlé de droit, on a très peu parlé de Bertrand Reich au final. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est le portrait de l'invité. Donc, portrait chinois, on pose des questions très vagues. Parfois elles sont intelligentes, parfois elles vont ni queue ni tête et tu réponds comme tu as envie d'y répondre. Ça va pour toi? Excellent. Super. Toujours la même question pour commencer. Comment on devient chef? Parce qu'on en a envie. Parce que c'est un souhait, ça doit être une aspiration, un élan qui vous pousse à aller dans une direction qui vous convient. Et ça prend toujours du temps. Pour le devenir ou pour le réaliser? Les deux. Les deux. Les deux, il faut d'abord, ça prend, c'est le principe d'Aristote, il faut se connaître soi-même. Donc, je le dis chaque fois avec un doute en me disant est-ce que c'est Aristote ou est-ce que c'est Socrate, d'où le doute, justement la question du doute. Mais fondamentalement, pour devenir un homme, il faut du temps, et puis en même temps, il faut aussi du temps pour savoir qui on est, pour comprendre là où on est bien. Il faut se tromper, il faut apprendre à se tromper, il faut essayer des choses, et puis si ça échoue, c'est pas grave, on recommence, et puis on arrive là où on veut. Quand tout va bien, si on s'en donne les moyens, il faut aussi dans la vie une part de chance. Du coup, en tant que chef d'entreprise, parce que tu as ton étude, plutôt sado ou maso? Et vu que tu es politicien aussi, je me demande si ça irait pas du côté maso. Non, moi je suis un gourmand de la vie. Je suis un gourmand de la vie et un hédoniste, et donc c'est une notion de plaisir. Mais le plaisir, il peut être il peut être d'ordre cérébral, il peut être dans la réussite. Dans la réussite des défis qu'on se pose ou se jette à soi-même, et puis de relever ces défis et de les réussir. C'est une vraie satisfaction. Le matin, sous la douche, tu chantes quoi? Je peux pas le dire. Ça se passe là. Ça dépend de l'humeur. Ça peut aller d'Orelsan, Rolling Stone. Ça dépend ça dépend vraiment de l'humeur. Ça dépend si je suis d'humeur amoureuse ou pas. Ça dépend si je suis. Dans Orelsan, on trouve tout. Enfin, on trouve une chanson d'amour magnifique. On trouve aussi
la difficulté ou la dureté de la vie actuelle. Donc tu donnes du crédit à cette nouvelle génération de rappeurs, du coup. À Orelsan, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, Orelsan, il est extraordinaire. Mais j'aimais bien aussi MC Solar. Ouais. Qui vient chaque année à la fête de l'espoir. Ouais. Espérons que ça perdure. Pimi, bonjour. Ouais. Et quand tu es en colère, est-ce que ça t'arrive de te réveiller en colère? Ça m'arrive d'être. Si je suis. La colère, c'est pas un sentiment que j'ai souvent. C'est extrêmement rare que je sois en colère. C'est une forme de. Je sais pas comment le dire. C'est une forme d'échec, la colère, pour moi. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup. Il doit y avoir beaucoup de choses qui sont inacceptables et qui s'expriment par la colère. Mais il peut y avoir. Je peux chanter du Joe Dassin aussi. Le matin, j'essaie Les plutôt Dalton ou les Champs-Élysées? à Paris à vélo. On dépasse les autos. Une chanson pour faire un câlin. Pour faire un câlin, c'est Al Pacino qui chante, enfin dans un film d'Al Pacino, Dance Me to the End of Love. Ah, Leonard Cohen. Leonard Cohen, merci beaucoup. Ouais. Ouais, très, très beau. Il y a une scène que j'adore avec de Al Pacino, un peu dans le même esprit que je me regarde souvent quand je suis en mode lover. Tu sais, c'est quand il danse le tango, il joue un personnage non-voyant et il danse un tango. J'adore Oui, cette scène. oui. Si tu étais un film, Peut-être que je serais l'associé du diable. c'est La Passion qui parle. Oui, et Al Pacino. D'accord. Où tu as été le Kenny Reeves, le jeune loup dans l'ombre qui est vraiment. Et dans une équipe. je l'ai beaucoup aimé. Oui, c'était excellent, même c'est pas moi ça. Facile comme rebondissement si tu as un péché capital. La gourmandise. Pas la cupidité. La luxure, non, pas la cupidité. Ah non, alors ça vraiment. Non, pas. non, dans le film, Ken Reeves, c'est la fierté. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, C'est ouais, l'orgueil, c'est l'orgueil. oui, bien sûr, c'est l'orgueil. Si t'étais une gourmandise, Que serais-je si j'étais une gourmandise? Oh, alors là, une pêche mûre en été. c'est bio, ça. C'est bio, c'est bon, c'est savoureux, on s'en met partout. Pas la pêche melba, du coup. Non, Vraiment le fruit. ouais. Si tu étais un livre, Ah, je serais un livre de Shakespeare. forcément. Mais j'hésiterais entre trois livres, entre Othello, Hamlet et puis Roméo et Juliette. Et puis Jules César aussi. On connaît moins, c'est vrai que César, ouais. Ah, Jules César, il y a des choses extraordinaires dans Jules César. Et puis il y a une plaidoirie que tout avocat devrait avoir entendue une fois, c'est quand à la fin, quand Jules César est tué, et puis Marc-Antoine fait une oraison funèbre, et puis il commence par interpeller women, friends and countrymen, et puis il explique, enfin, c'est vraiment la construction d'une plaidoirie extraordinaire où il retourne la foule complètement. C'est ce qui t'a donné envie de devenir avocat? Non, mais c'est un très bel exercice de plaidoirie. Si t'étais une bêtise, faite ou rêvée? Une bêtise, oh, il y en a plein, mais je serais un canular. Tu croises le gamin que t'étais à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien, qu'il avait des jolis rêves, et puis que j'ai essayé d'en réaliser un certain nombre, et puis que la vie est peut-être plus belle que ce qu'il pensait. Un jeune entrepreneur qui vient te voir, ou un jeune avocat qui vient te voir, quel conseil tu peux lui donner? Foncez. 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 Dans la vie, il n'y a pas 2000 solutions. On y va ou on n'y va pas. Et puis si on a envie d'y aller, il faut y aller. Et ce qui détermine le succès, c'est beaucoup de choses aléatoires, mais c'est notamment l'énergie qu'on y met. Et puis après, il faut se donner les moyens de réussir. Mais on peut réussir, ou avoir une forme de réussite. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle la réussite. Mais enfin, à mon niveau, moi je suis content, je suis parti de rien. Et puis sans réseau, avec un nom de famille qui rime à rien, enfin voilà. Et je vis de mon métier depuis 30 ans. Voilà.
à part le mois d'avril 2020 et le mois de mai 2020 qui était compliqué, mais enfin, c'est la seule fois en 30 ans, le mois d'avril 2020, où j'ai enfin, plus que perdu de l'argent. Mais une fois en 30 ans, donc c'est juste, voilà, Ouais, ça va, ça fait une bonne moyenne. Voilà, ça va. Ouais. Faut pas avoir peur. C'est quoi la soirée parfaite pour Bertrand Reich? Oh, il y en a plein. Il y a plein de soirées parfaites. Ça peut être d'être avec des amis et puis de discuter, boire un verre. Ça peut être... j'ai fait une fois une soirée blanche dans les Hamptons qui était alors absolument extraordinaire. Ça peut être d'être sur le lac avec un ami. Ça peut être en tête-à-tête avec mon amoureuse. C'est une soirée qui est un hommage à la vie, dans le fond. Question Thierry Ardisson, est-ce que tu as couché pour réussir et surtout est-ce que tu as pris du plaisir? Alors, j'ai couché pour réussir la nuit. Mais pour réussir dans la vie, non, jamais. Je vois pas avec qui j'aurais dû coucher d'ailleurs, mais non, moi je ne couche pas utile. Je suis de ce point de vue-là, je suis un vrai hédoniste. C'est vraiment la notion de plaisir ou de sens de la vie qui va avec ça. Super. Si tu étais le mot de la fin de cette interview? Santé. Santé.